On va bouleverser un petit peu notre programme. Alors, pour deux raisons. L'une de nos deux débattrices politiques est avec nous. Elle était là dès le début, de manière très, très sérieuse. C'est Madame Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice de Paris, ancien ministre du Logement. Si l'un d'entre vous, messieurs, veut bien laisser son siège, je pense qu'elle aurait plaisir à être face, c'est ce qu'elle nous fait savoir, à débattre aussi des questions économiques, et en outre, un deuxième changement, bien malgré elle, Marjolaine Meunier-Millefert, députée réélue de la majorité, nous fait faux bond, et tout simplement parce qu'elle siège à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, en ce moment, est en train de renouveler ses instances, c'est-à-dire de voter pour les vice-présidences, les présidences de commission, et ça va durer très probablement, me dit-elle, voilà, j'ai un message instantané d'elle, jusqu'à 22h. Alors, on ne peut que l'excuser. Ça permettra à Mme Lienemann d'avoir un temps d'intervention plus long, ça c'est bien. Voilà, donc un petit bouleversement, mais c'est pour la bonne cause. Et la politique prime. Henri, la politique prime, donc je vais généreusement sortir un quart d'heure en avance. C'est toi qui cède ton siège? Je vais céder mon siège. Bon. Mais un point je voudrais pour lequel j'aimerais bien que vous débattiez, c'est les impayés de loyer. Avec la désolvabilisation aujourd'hui des ménages, les impayés de loyer. On va le faire et on salue d'ores et déjà Madame Lienemann qui va prendre la place que tu occupais. Madame la ministre, merci beaucoup d'être avec nous. Voilà, donc vous le savez, vous ne débattrez pas avec une parlementaire. Bloquée à l'Assemblée nationale. Voilà, tout simplement. Et... Je le regrette parce que je pense qu'il va être urgent qu'on discute tous, quelles que soient nos convictions politiques, de la politique du logement aujourd'hui. Parce que inflation, évolution des taux, difficulté des ménages, bon. Alors écoutez, on a le plaisir d'avoir avec vous l'une des parlementaires spécialistes de la question de logement. On se plaint beaucoup qu'il n'y en a pas assez. Bon, vous êtes l'une de celles-là. Nous sommes quelques-unes. Voilà, parce que je dis davantage au Sénat. Depuis le départ de M. Dallier, c'est plutôt des femmes. Oui. Bon, écoutez... Même s'il y a notre collègue du Vaucluse, qui est un homme à la Commission des Finances, qui commence à devenir un bon spécialiste. Et à l'Assemblée nationale, on souhaite que des vocations de spécialistes de logement apparaissent, avec des nouveaux élus ou d'anciens qui... Il ne vous a peut-être pas échappé qu'il y a de nombreux élus, enfin il y a au moins 3 ou 4 élus qui étaient membres d'associations de locataires. C'est exact. De la CNL et du DAL. C'est exact. Et d'ailleurs, on peut bien dire que la circonscription de Michael Nogal, qui a été un spécialiste à l'Assemblée nationale, a été prise par le directeur de droit au logement Haute-Garonne. Voilà, exactement. C'est un exemple. Bon. Alors, il a laissé un héritage en partant. Benjamin nous dit il faut parler des impayés. Oui, il faut le faire. Et on va le faire avec Olivier Safar, syndic, alors nouveau président, je le redis, de l'UNIS du Grand Paris, mais surtout un grand syndic. Et un gestionnaire locatif aussi. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, Olivier, que ce soit sur ton portefeuille ou sur celui de tes confrères, hein, tu parles avec eux, qu'est-ce qu'on voit de ce phénomène d'impayés? Est-ce qu'on voit déjà des retards? Est-ce que ça tire? Je rappellerai quand même que la Banque de France constate que dans les 6 derniers mois, il y a une augmentation de 10% des défauts de paiement, et certains même étendus au crédit immobilier, ce qui ne s'était jamais vu. C'est-à-dire c'est souvent les crédits à la consommation qui faisaient les frais des difficultés. Donc on a l'impression que la corde est vraiment usée. Est-ce qu'on le sent déjà? Alors on le sent, mais il faut, on va dire, raisonner en fonction du type d'impayés. On a les impayés sur les locataires résidentiels d'habitation, les impayés sur les locataires commerciaux ou bureaux et les impayés de charges de copropriété. Tout à fait. Je crois qu'il faut faire la distinction. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils ne bougent pas à la même vitesse. Aujourd'hui, quand on regarde les impayés sur les locataires d'habitation, il y a un mouvement, mais pas violent. C'est-à-dire qu'on a effectivement quelques retards, un peu plus, mais je ne vois pas une progression exponentielle sur les impayés locatifs pour le moment. Pour 2 raisons. On n'a pas l'IRL pour le moment, ça c'est une première chose. Deuxième chose, il n'y a pas les régularisations de charges locatives qui sont facturées. Parce que ça, vous avez un effet de retard qui est quand même colossal. Le deuxième point, c'est sur les impayés des locaux commerciaux et bureaux. On commence à voir apparaître des gens qui nous rendent les clés et qui nous disent « ça tourne plus, on s'arrête ».
on dépose le bilan pour certains, parce que c'est la réalité. Et on se rend compte aujourd'hui qu'on récupère des boutiques, des petits bureaux, des locaux qui sont en impayés, pour lesquels on a fait soit des procédures de recouvrement et où c'est le locataire qui vient lui-même rendre les clés en disant « j'arrête, stop, je peux plus ». Et ça, on a une augmentation maintenant depuis quelques mois. Sur les charges de copropriété, vous avez deux visions. Une première vision, c'est les immeubles dans lesquels vous avez voté des travaux de rénovation énergétique et sur lesquels vous avez engagé ces gros travaux l'année dernière ou l'année d'avant, parce qu'il y en a quand même eu. Et on se retrouve maintenant avec une difficulté sur tous ces immeubles-là. Pourquoi ? Parce qu'on rajoute la partie inflation, la partie augmentation du prix du gaz, la partie augmentation des prix de l'électricité et aucune économie pour l'instant sur ces points-là. Deuxième point, c'est sur les charges de copropriété, on va dire régulières, quand on n'a pas voté de travaux. Courantes. Une augmentation des impayés de l'ordre de 6%. Donc, des choses, rien de violent pour l'instant. La seule chose, c'est qu'on l'aura globalement, non pas maintenant, mais à partir du mois de juillet. Pourquoi ? Parce que les assemblées générales ont lieu. On a approuvé les comptes. Quand vous aviez un budget voté de 100 000 et que vous avez dépassé 120 000, l'Assemblée générale approuve les comptes parce que malheureusement, c'est le prix de l'augmentation du gaz, de l'électricité. Oui, c'est pas les honoraires du syndic, on le rappelle. C'est pas malheureusement les honoraires du syndic, mais là, on est très clair là-dessus. On risque de vous le dire, c'est pour ça que ça va être de votre faute. Non, mais voilà, de toute façon, anticiper. Ça sera toujours de notre faute. Et globalement, on va faire une régularisation de charges en leur demandant 20 000, 30 000, 50 000 euros. Et là, la régule, elle arrive à partir du mois de juin, juillet, puisque c'est le moment où on fait la plupart des assemblées générales. Donc votre augmentation, elle est pour le prochain trimestre, elle est à partir de juillet et d'octobre. Et là, on risque d'avoir une augmentation importante parce que nous, on le voit. Les budgets de charges, quand vous avez du chauffage, elles sont explosées. Je suis désolé de le dire. On a des immeubles dans lesquels on était à taux fixe, je suis très content. Ils sont venus à échéance à un moment. Vous étiez à 30 € le mégawatt le gaz, vous êtes à 126. Donc, et le gaz s'envole. Bouclier tarifaire pour le gaz, c'est une bonne chose, mais plafonné à 60, c'est très bien, mais c'est pas suffisant. Et bouclier tarifaire pour l'électricité en copropriété, il n'y en a pas. On nous a oubliés. On a beaucoup d'immeubles chauffés électriquement collectif, beaucoup d'immeubles où c'est l'eau chaude qui est produite par l'électricité en collectif, beaucoup de consommation dans les différents immeubles pour partie commune, et je sais que dans certains immeubles où vous avez 25 étages, on a fait changer toutes les ampoules pour passer en LED, investissement, mais économie d'électricité de près de 20 000 euros. Mais tout le monde ne peut pas faire cet investissement quand vous avez tout qui augmente en même temps, et ça, on va avoir une difficulté sur le prochain trimestre et sur la fin de l'année, aucun doute. Alors, Madame la Ministre, je disais que vous étiez une parlementaire spécialiste. Bon, vous avez été par 2 fois en charge au gouvernement du dossier logement. Notamment dans la période où on a commencé la désinflation. Absolument. Donc c'était charmant d'être ministre à cette période. Alors, bon, on n'a pas encore de ministre du logement. Est-ce que ce sera charmant d'être ministre du logement dans les semaines qui viennent? Peut-être pas non plus. Alors justement, on voit bien que les questions, on a fait les choses dans l'ordre. On a parlé des questions économiques et sociales, et l'impact sur les ménages, c'est l'essentiel. Il peut y avoir un impact sur l'activité des professionnels, mais on parle bien sûr prioritairement des ménages, et la politique, elle s'inscrit sur ce fond-là. Elle est là pour apporter des correctifs, des amortisseurs, ou dans l'urgence, on le disait, ou de plus long terme. Vous avez co-signé, on est vraiment dans l'actualité, il y a quelques jours, vous avez déposé une proposition de loi, co-signée avec plusieurs de vos collègues du groupe communiste du Sénat. Alors, peut-être, si vous voulez bien, il y a près de 40 dispositions. Moi, je ne vais pas détailler tout, vous n'allez pas vous en remettre. Mais globalement, l'état d'esprit, est-ce que vous ne traitez que de l'urgence dans cette proposition de loi, ou est-ce que vous allez au-delà? Vous partez de quel constat? Pourquoi cette proposition de loi? Clairement, l'exposé des motifs fait la critique des 5 dernières années en matière de politique du logement, mais pas seulement. Jean-Claude l'a dit, des dérives, on les constate sur les prix, sur quantité de choses depuis 20 ans et 30 ans. Bon, voilà, donc une petite présentation de ce travail et globalement, votre analyse et qu'est-ce qu'il faudrait faire et urgemment et avec un terme plus long pour les ménages et le logement. Alors c'est compliqué parce que d'abord la politique du logement c'est quand même une politique de bateau qu'on ne peut pas du jour au lendemain faire passer à 90 degrés ou bref. On peut faire des coupes sombres rapidement. Ah oui, on peut beaucoup détériorer la situation, mais la mieux réguler et l'améliorer, c'est autre chose.
Alors, premier constat, il y a l'urgence de l'inflation, mais qui vient sur un fond structurel déjà déséquilibré, qui est l'évolution des dépenses de logement des Français par rapport à l'évolution de leurs revenus. Du coup, la part consacrée au logement ne cesse de croître avec effectivement des grandes inégalités. Je passe les détails, mais un smicard dans le privé ou quelqu'un en HLM, c'est pas la même chose. Un accédant modeste ou un accédant ou un propriétaire qui a déjà payé les 3/4 de son truc. Bon, donc des dépenses trop chères. Et ces dépenses de logement, elles ont été accompagnées par des fortes hausses des prix du foncier et de l'immobilier en général. Là aussi, inégalité territoriale, mais quand même une tendance de fond, à part dans des secteurs très peu attractifs, c'était quand même la grande tendance de fond. Et si on prend un peu de recul, on peut s'interroger pour savoir à qui a bénéficié la baisse des taux. En réalité, très peu à l'acquéreur, très peu aux locataires, et enfin, grosso modo à l'usager, beaucoup aux propriétaires. Et encore plus aux propriétaires du foncier. Parce que c'est encore plus injuste, parce que si au moins l'argent allait dans la qualité de la construction, on se dirait, ben voilà, on est mieux thermiquement. Non, et même pas en termes de confort, parce que les mètres carrés où habitent les gens ne s'est pas nécessairement vraiment augmenté. Donc, évidemment, l'inflation ne fait qu'accroître ça. Parce qu'on avait déjà des tas de gens qui étaient borderline pour payer leur loyer, leurs charges, et qui aujourd'hui, ben, ça dépasse l'entendement pour eux. Donc, les mesures d'urgence, je sais bien qu'elles vont faire hurler, mais néanmoins, je persiste et signe. Je pense qu'on peut, pendant Lâchez-vous, Madame la Ministre. 1 an ou 2, bloquer les loyers. Pourquoi je dis cela ? Parce que d'abord, il y a une grosse évolution, peu de temps, de qui est propriétaire bailleur. Je parlais des années 90. Dans les années 90, les propriétaires bailleurs étaient encore assez nombreux, monopropriétaires ou d'origine très modeste. Aujourd'hui, les propriétaires bailleurs sont multipropriétaires très massivement et rarement de milieu modeste. Il y a une concentration du patrimoine. L'INSEE l'a révélé encore très récemment, je crois. Exactement. Donc, deuxièmement, ces propriétaires-là, pour une part, sont nouveaux acquéreurs, notamment ceux qui ont profité du Pinel, des avantages fiscaux, ou d'une manière générale, l'opportunité de placer dans l'immobilier, puisque les prix augmentaient fortement. Et ceux-là, ils ont emprunté à taux fixe. Ils vont donc être peu pénalisés par l'augmentation des taux ou l'augmentation des prix. Eux, ils ont connu une forte augmentation, le niveau moyen des loyers a beaucoup augmenté. Alors, pas seulement à cause de l'IRL, car il y a en plus de ça une rotation de plus en plus fréquente, et c'est au moment du renouvellement du bail que se fait l'essentiel de la hausse. Donc, nous considérons, enfin moi je considère, et mes collègues, qu'ils peuvent faire pendant 2 ans un effort. Il ne s'agit pas de dire ad vitam aeternam, on bloque les loyers. Mais pendant 1 an ou 2, même si, comme vous, j'ai aucune certitude sur le fait que l'inflation n'est pas durable, mais en tout cas, pour l'heure, je suis des préconisations de la Banque de France et du gouvernement, et d'ailleurs un peu de la BCE, hein, qui soit fait semblant, parce que soit le pense vraiment, mais en tout cas, évidemment, si l'inflation est durable, on va changer un peu de paysage. Donc, l'idée, c'est de bloquer les loyers. Parce que d'autant plus que, les charges, on va voir énormément, même avec les boucliers divers et variés. Elles, on est sûr qu'elles vont augmenter. C'est ce que disait Olivier. Aucun doute là-dessus. On y va, c'est certain. Plutôt que de... Quitte à faire, au moins qu'ils puissent payer un peu mieux leurs charges. Après, il y a le débat de l'APL. L'APL, alors les 3,5, je rappelle que les études qui ont été faites par les mêmes ministères des Affaires sociales estiment que dans les négociations par branche, la moyenne des hausses est de 3, c'est-à-dire inférieure au 3,5. Le SMIC lui-même n'aura pas augmenté de 3,5. Donc quand on dit c'est un bouclier, pour des gens, ça va être quand même plus. Mais donc, je prends l'exemple donc de ma stabilisation de gel. En revanche, sur l'APL, alors, qui peut le plus, peut le moins, nous on demande la récupération parce qu'il y a quand même une chute massive des APL en termes de bénéficiaires, ce qui n'est jamais bon non plus pour le propriétaire. Ça, on est d'accord. Parce que quand les gens sont pas très
très riches, si vous leur piquez l'APL, alors là, les impayés, les problèmes, ça ne fait que croître et embellir. Et surtout, le forfait charge n'a pas évolué depuis des années. Donc, la priorité pour nous, c'est de doubler le forfait charge. Bon. Ça, c'est tout le volet locatif, immédiat, amortir la casse, autant que faire se peut. Après, alors, on propose par ailleurs la restauration de l'APL accession pour ceux qui sont déjà accédants. Que tout le monde regrette. Oui, voilà, et surtout pour ceux qui sont déjà accédants, pour que justement, ceux qui étaient ric-rac en accession ne soient pas devenus basculer du mauvais côté. Donc, ça, c'est le côté immédiat. Maintenant, si on veut faire que les prix du foncier, de l'immobilier, continuent pas à diverger de manière lourde entre l'évolution des revenus et l'évolution des prix, faut pas attendre le bord de la catastrophe, parce que là, pour le coup, on peut foutre un bazar économique majeur. On peut pas du jour au lendemain tout plafonner, tout... On rappellera qu'en France, c'est l'équivalent de 6 années et demie de revenus nets d'un ménage. Et surtout en 15 ans, plus 300% sur le foncier. Et plus 300% en 15 ans. Donc là, c'est quand même... Bon. Donc, l'idée, c'est de commencer à mettre... D'abord, de généraliser, en tout cas de permettre aux collectivités de le faire, de l'encadrement des loyers. Parce que là, ça devient dingue. Une ville, je ne sais plus laquelle, a demandé à faire l'encadrement, Bordeaux, ou je ne sais plus laquelle. Grenoble. Oui, c'est Grenoble qui se l'est vu refuser. Voulu faire, on lui refuse. Non, mais au nom de quoi Grenoble et pas à Lille et à machin? Est-ce que l'État central, c'est mieux que les élus de Grenoble s'il faut réguler? Ou alors on dit c'est pas les communes qui décident. Alors, il y avait des critères. On a dit que les critères n'étaient pas remplis par la ville de Grenoble. Les critères, pourquoi faire des critères? Oui, mais pourquoi faire des critères? Soit on dit l'État fixe partout en fonction des mêmes critères. Soit on s'en remet aux élus locaux. Soit on dit c'est les élus locaux qui font une évaluation, parce qu'il n'y a pas que le critère lié au prix, il y a le critère des revenus des gens où vous êtes. C'est sûr que vous n'êtes pas les mêmes problèmes quand vous êtes au niveau du Nord-Pas-de-Calais qu'au centre de Lyon. Hein, bon. Donc, tout ça pour vous dire qu'on souhaite que l'encadrement des loyers soit plus globalisé, généralisé, aisé pour les collectivités, qu'on améliore d'ailleurs partout sur le territoire l'observatoire des loyers, qui est quand même, quand on veut faire des politiques publiques un peu fines, on a besoin de ça. Deuxièmement, il faut maintenant rentrer, de notre point de vue, dans une logique un peu comparable sur le prix des transactions et sur le prix du foncier. Parce que si on ne plafonne pas, et j'ai vu d'ailleurs que cette idée de plafonner les prix du foncier était développée, j'ai vu dans un collègue à vous qui fait une structure d'information sur l'immobilier et l'habitat, proposait, c'est quelqu'un de la majorité relative de l'Assemblée nationale, qui proposait un plafonnement par territoire en fonction des prix, un peu comme on le fait pour les loyers. Mais des promoteurs libéraux disent cela. Je le dis franchement, on l'entend. Voilà, parce qu'eux-mêmes subissent le chantage de cette espèce de montée de carotte, etc., que même dans le milieu HLM, s'opère. Comme tout le monde veut être content que le gouvernement dise vous avez fait vos chiffres, eh bien, ils achètent plus cher c'est la course à l'échalote. Que ce que leurs collègues avaient prévu. Et là, ça devient fou, quoi. C'est des fonds publics pour arriver à souvent des loyers au plafond de loyer, hein, même pas... Bon. Donc, à mon avis, il faut un grand débat sur comment on régule l'immobilier et le foncier. Nous, on a des préconisations du type encadrement, plafonnement... Bon, dur. Alors, communiste. Voilà. Bah oui et non, parce on va pas être tous d'accord. Hein. On va y revenir. Non, mais je dis les choses. Hein, on va y revenir, mais clairement. Non, mais je ne suis pas pour. Vous apportez ces solutions. Je ne suis pas pour une définition administrative des prix. Je suis pour des plafonnements territorialisés et qui doivent être travaillés avec un observatoire. Bien fiable. Bah, on vous propose clameur pour l'observatoire, il n'y a pas de doute là-dessus. Pourquoi pas, oui. Et voilà, et on a effectivement cette analyse. Donc, voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, je pense que si on a des meilleures propositions à nous faire qui vont éviter la flambée du foncier et de l'immobilier pour combattre cette divergence devenue insupportable, parce que, comme disait François Mitterrand, le prix du foncier, c'est quand même gagner de l'argent sans rien faire. C'est de l'argent.
Le foncier, je parle pas de l'entretien. Non bâti. Le non bâti. Hein, est-ce que vous êtes les d'ailleurs immeubles, favorable l'entretien, c'est cher. Point important, est-ce que vous serez favorable à un mécanisme de taxation des plus-values de revente, voilà, progressive et non pas dégressive. Aujourd'hui, on rappellera qu'on a intérêt à garder très longtemps un terrain pour ne pas payer de plus-value. Et la progressivité sur les prix, et ça. Par ailleurs, je pense que vu les problèmes financiers du pays, je trouve que les gens qui, au-dessus d'un certain niveau, au prix du mètre carré, font une transaction, moi je pense qu'il faut leur demander une cotisation de solidarité. Quand vous êtes au-dessus de 15 000 euros du mètre carré, hein, vous n'allez pas me dire qu'ils ne peuvent pas mettre une petite partie de ça pour financer du logement à caractère social ou la rénovation thermique. On vous laisse dérouler, il va y avoir des réactions. Voilà. Il y aura des réactions parfois un peu épidermiques ou directes, mais ça... Moi, je le dis tout net, je suis prête à abandonner une idée si on en trouve une qui régule vraiment les prix. Voilà. On le comprend bien. J'ai pas de dogmatisme. Marino Henneman, vous abordez... C'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'on est dans le cœur du sujet. Oui, c'est intéressant parce que Emmanuel Macron, contre la rente, on lui a reproché d'être sur la rente immobilière. Sauf que ça n'a pas empêché d'être réélu. Oui, ça l'a pas empêché d'être réélu, mais enfin. Il vous a pas échappé que c'est pas un boulevard quand même. Il est permis, mon cher Henri, de faire un hold-up sur la République aussi, c'est possible. Hein. On n'en est quand même pas tout à fait là. Parfois, les conditions se réunissent, mais quand vous parlez des locataires qui subissent effectivement une dégradation grave effectivement de leur pouvoir d'achat, on en parlait tout à l'heure, qui effectivement font que le taux d'effort sur le loyer n'a cessé d'évoluer. Si je vous donne un exemple, pour se payer un 60 mètres carrés dans Paris, il faut avoir un salaire en moyenne entre 110 et 120 000 euros. Pour un coup. Donc, on voit effectivement qu'aujourd'hui, il y a une gentrification. Mais c'est vrai aussi pour les accédants. Oui. Parce que pourquoi il y a une chute? Quand vous disiez la France des propriétaires, je ne sais plus, il y a une augmentation du nombre de propriétaires en France. D'abord, je ne sais pas trop si dans les statistiques, ils mettent les propriétaires occupants ou les propriétaires bailleurs. Bon, bref. Alors, c'est 58%, disons-le sous le contrôle, ce sont les occupants. Ce sont les occupants et ça n'a pas bougé depuis 20 ans. Voilà. Mais ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas depuis 20 ans. Le problème, c'est que ce n'est pas les mêmes sociologiquement. Non, absolument. C'est-à-dire qu'il y a eu une hémorragie de l'accession sociale à la propriété. Oui. Et c'est d'ailleurs pas neutre dans les combats que vous entendez des Gilets jaunes ou sur ces territoires, où vous avez des gens pour qui ils attendent de la République une certaine promotion sociale. Je ne parle pas des gens hyper pauvres qui sont dans d'autres cas, mais il n'y avait pas que des hyper pauvres dans tous ces territoires qui sont un peu oubliés et qui ne peuvent même plus, alors qu'il y avait encore 20 ans, leurs parents pouvaient accéder à la propriété. Ils ne peuvent plus le faire. C'est un élément d'ascenseur social. Ça nuit à l'ascenseur social. Donc la hausse des prix amène à injecter beaucoup d'argent public inutilement, à mon avis. Pour compenser la douleur, finalement. Voilà, et par ailleurs, n'a pas l'efficacité qu'on attend de ce côté-là. Alors, moi, je voulais reprendre sur un point, c'est sur le blocage des loyers. Aujourd'hui, le blocage des loyers est pour nous un non-sens pour nos propriétaires bailleurs. Pourquoi ? Parce que eux ont fait un effort pour acheter des biens, un effort pour les mettre en location. C'est un rôle sociétal. Ils mettent en location. Et me dites pas qu'on n'a que des gros propriétaires fonciers, c'est pas la réalité. Oui. Parmi mes clients, j'ai beaucoup de propriétaires qui sont, pour certains, des anciens commerçants, pour certains, des salariés, parce qu'ils ont acheté ça pour avoir une retraite complémentaire, pour leur permettre effectivement d'avoir des revenus. Et j'en ai beaucoup comme ça. Et ça a augmenté beaucoup plus que la moyenne des retraites. Oui, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce sont des gens qui sont de classe moyenne. De moins en moins. Alors, et ils sont là. Et on les qualifie de personnes qui s'enrichissent sans cause. Et cette idée qui... Non, mais je parle des fonciers. Cette idée... Non, mais même sur le foncier. Pardonnez-moi, mais de toute façon, pour la construction ou l'aménagement du territoire, de toute façon, ceux qui détiennent aujourd'hui le foncier l'ont acquis. Ils l'ont acquis avec une vision peut-être différente. C'est peut-être l'héritage, à moins d'effectivement de taxer et de revoir tout le monde qui a de l'argent, il l'a acquis quelque part. Mais soit par héritage, soit par travail. Et les autres, ils foutent rien. Ils ne travaillent pas, les autres, les locataires. À moins que vous entamiez une idée qui est tout à fait intéressante de planifier la politique du logement. Autrement dit,
de réguler les prix, d'influencer. C'est pas planifié, réguler, hein, je vous rappelle. Oui, planifier, c'est une intervention directe. Réguler, c'est oui, mais ça pourrait que parce que je vais vous dire, la régulation, elle doit permettre que ça augmente pas trop, pour que quand il y a un problème, ça chute pas brutalement. Moi, je suis pour des évolutions. Mais pourquoi l'État, au même moment où on a un foncier qui flambe, où on a un foncier qui est inaccessible, on a un État, qui retient une partie de son foncier, 2, où on a une injonction sur le zéro artificialisation nette, sur lequel on se retrouve confronté avec une pression démographique. Je rappelle qu'en 40 ans, c'est d'autant plus vrai qu'il faut réguler. On est d'accord. On est d'accord. Mais dans le vocable, Marie-Noëlle Lienemann, quand on fustige les détenteurs ou les propriétaires de foncier, est-ce que c'est un bon signal? Maël Bernier rappelait que l'écrasante majorité des propriétaires bailleurs en France sont la classe moyenne. On est d'accord là-dessus? Non, multipropriétaires. Alors, je m'excuse, 60% maintenant sont multipropriétaires. Si je peux me permettre, même dans les multipropriétaires, vous pouvez avoir des gens pour acheter 2 studios dans des villes moyennes. Non, mais d'accord, madame, mais pendant ce temps-là, il y a des gens qui crèvent la dalle. Quand nous sommes dans une situation de crise, ces gens-là ont en moyenne une augmentation des loyers qui a été d'autour de 15%. En moyenne. Ils subissent aussi des taxes foncières qui explosent. Des taxes, une augmentation des impôts. Vous ne arriverez pas à me faire dire que ces gens-là ne peuvent pas pendant 2 ans. Non, alors attention. Je voudrais qu'on revienne sur un point. N'oubliez pas que tous ces propriétaires qui ont acheté des appartements ont aujourd'hui des travaux obligatoires réalisés, du par la loi, bien évidemment, qui a été votée. Sur des étiquettes F ou G, ils se retrouvent pour certains ils sont incapables pour certains de nos propriétaires de payer les 25 ou les 30 000 euros. Et vous allez faire sortir des propriétaires bailleurs qui étaient là pour un rôle sociétal parce qu'ils ne pourront pas financer, ils ne pourront pas le faire. Alors attendez, 30 secondes, ne mélangeons pas les problèmes. Il y a d'abord un premier problème sur le foncier, on va parler de la rénovation thermique. Premièrement, sur le foncier, quand vous dites, moi je propose qu'on encadre et qu'on plafonne, ça ne veut pas dire qu'on va sanctionner, mettre les gens la corde au cou. Je dis qu'il faut stopper les hausses excessives. Donc, il faut prendre une évolution raisonnable. Donc, vous régulez, vous dites au-delà d'un certain prix, ça ne vaut pas plus. Vous imposez un prix. Le prix, c'est le prix moyen du marché. Vous imposez un prix. Alors, comment vous le faites? Dans quelle région? Avec quel niveau? Comme je vous dis, on le fait sur l'ensemble du territoire, en fonction du marché existant, et on évite les hausses excessives de cela. Donc, on plafonne à X, comme on avait fait pour le loyer, X plus 20, qui est déjà énorme. Hein. Moi, je pense qu'on peut baisser même... Proposez qu'on s'en tienne au loyer médian, d'ailleurs, sans la majoration de 20%. En l'état actuel des choses, hein, parce que rien n'est jamais éternel non plus là-dedans. Hein. Il faut que ça change pas tous les quarts d'heure. Mais, en tout cas, pour le foncier, il faut faire quelque chose du même ordre. Deuxièmement, je ne crois, parce que je pense que là, c'est un travail de rééquilibrage. Deuxièmement, vous avez raison, l'État est infoutu de mettre son foncier à disposition pour du logement. Oui. Alors là, moi, et au même moment, il enjoint. Attendez, la ZAN, j'ai compris. Oui, voilà. il interdit l'artificialisation. On va laisser, s'il vous plaît, on laisse Mme Lienemann expliquer, on va réagir. Pour ce qui est du foncier public, moi, ça fait... quand j'étais ministre, je l'ai proposé à Bercy, qui a hurlé au scandale. J'ai proposé que... Parce que vous avez vu ce que dit la Cour des comptes sur les terrains de l'armée. Oui. Ils disent c'est un scandale, ils le vendent pas au prix du marché parce qu'ils mettent des HLM. Ah, bonjour les conneries. Je veux dire, d'un côté, l'État va mettre encore plus d'argent pour faire du logement social et se remplir les armées en laissant dériver le marché. Moi, j'ai toujours proposé que l'on achète l'ensemble des prix des biens, qu'on établisse une liste sur les 5 ans ou les 3 ans. Faut déjà faire la liste. Hein. Voilà. Et que cette liste, mais après, ils peuvent pas vendre autre chose, ou s'ils vendent autre chose, c'est de la même méthode, c'est acheter une foncière, ou plusieurs foncières, des régionales, des machins, qui après valent au prix du marché, ou au prix des domaines, qui est souvent proche du marché. Et comme ça, les administrations font pas éviter de passer leur truc, parce qu'ils veulent pas perdre d'argent. S'il faut mettre de l'argent pour les chars, les nouveaux avions, bon, outre le fait que je pense que c'est quand même pas sur le dos des HLM qu'on va armer la France, mais indépendamment de ça, pourquoi pas. Et après, le débours, c'est l'État qui prend en compte, parce qu'au lieu de financer des HLM, prendre du retard, ou financer je ne sais quoi, il vaut mieux le faire comme ça. Mais c'est trop simple, je ne sais pas pourquoi, parce qu'ils adorent cette opacité,
c'est machin. Donc ça, c'est le foncier public. Ce débat-là sur le foncier de l'État ou le foncier public d'une manière générale, je ne comprends pas. Ça fait 35 ans qu'il traîne, et toujours dans les mêmes termes. Ce que vous dites, Madame Lienemann, c'est exactement la même chose. Et ça n'a pas changé. On disait quand vous étiez ministre. Je propose un outil. Et si on veut pas l'outil existe dans chaque région. Alors, la seule chose, c'est qu'il n'a pas les compétences, le PF, et ils n'ont pas les compétences, et ils n'ont pas la qualité pour le faire. Et alors c'est dommage. La ZAN, c'est un vrai sujet. Ça, c'est un vrai problème. Ça va être, mais c'est quand même un vrai enjeu. On ne peut pas croire. Est-ce qu'on le fait bien? Est-ce qu'on le fait trop brutal? Est-ce qu'on le fait sur la bonne échelon territoriale? Personnellement, j'ai des doutes. Je pense que la bonne échelle serait au minimum les SCOT. Oui. Parce que pas demander à chaque bout de village, t'as pas le droit de mettre un petit pavillon en plus, et après on se plaint que l'école ferme. Donc on est complètement taré, même s'il est vrai qu'il faut travailler sur le parc existant, mais ça ne réglera pas tout. Non, la mobilisation ne réglera pas tout. Parce que dans l'inconscient ou dans le conscient caché que vous trouvez à la Cour des comptes, que vous trouvez dans la stratégie bas carbone, les hauts fonctionnaires français pensent qu'il y a assez de logements en France et qu'on ne doit pas augmenter. Il s'est écrit noir sur blanc. Et même une récente étude commandée par Foncia à Asterès leur donne raison. Alors on pourra en reparler, mais on n'est pas seulement les hauts fonctionnaires, et pas seulement les hauts fonctionnaires, mais aussi une partie du milieu politique. Voilà. Et on ne comprend pas, parce qu'aujourd'hui, c'est une vraie difficulté. Pour un politique. Et il y a un vrai problème aujourd'hui. Le rapport à la production nouvelle, regardez ce que les gens ont mis dans leurs programmes municipaux. Tout bord politique, écolo, socialiste, je pense même communiste, tout le monde, LR, tout le monde, arrêtons la bétonisation. Il y a trop de logements nouveaux. Il n'y en a pas. Et donc, vous avez j'ai regardé il y a des grosses différences quand même. Enfin, il y a quand même des grosses différences. Moi, j'habite dans une ville de province, Le Mans, pour ne pas la citer, donc dirigée par Monsieur Le Foll. Et franchement, au Mans, il n'y a pas de problème de logement. Il y a assez de logements. Mais attendez, il faut regarder territoire par territoire. C'est ce que dit l'étude Asterès. Mais moi, je pense comme vous. C'est par territoire qu'il faut regarder. Mais alors, pour la ZAN, moi, je pense que déjà, il y a un problème de quel est le bon espace pour le faire. Parce que, bon... La bonne maille. Ce qui est vrai, c'est qu'on ne peut pas avoir les terres françaises cultivables qui disparaissent. Deuxièmement, il va falloir industrialiser le pays. Oui. On n'industrialise pas en plein milieu des villes. Hein. La plupart du temps, c'est en périphérie. Donc, et il faut quand même réserver un peu de terrain pour ça. Il est vrai qu'on n'a pas assez, à mon avis, mis en œuvre. Parce que quand je dis produire, c'est pas forcément que du neuf, c'est de la conversion très majeure d'une partie de l'ancien. D'ailleurs, la production de logements neufs en France, elle est tellement marginale par rapport au stock. Qu'il y a les trucs. Juste les bonnes pour rappeler à ceux qui nous écoutent. Mais c'est plus que partout ailleurs en Europe. Oui. C'est quand même plus que partout ailleurs en Europe. La surface forestière, elle a doublé en 50 ans en France. Et quand on fait le pont... Les forêts, vous dites. Oui, la surface. Oui, mais alors c'est parce que les champs ont diminué. Alors justement... Ça, c'est un problème aussi. Alors justement, non mais tout ça pour dire que finalement, dans l'étalement urbain, quand on prend le taux d'urbanisation sur le sol français aujourd'hui, on voit qu'on n'est pas ce qu'on pourrait appeler les plus mauvaises années de la France. Non plus, mais bon, cette tendance doit être faite peut-être de façon plus progressive et à mon avis à une échelle pensée plus globale pour bien faire. Alors moi, là-dessus, pour un coup, je vais vous dire, je suis planificatrice, mais une planification qui n'est pas le Gosplan. J'ai un côté un peu gaulien dans mes trucs. Je pense que très bonne chose. Pour la matière, pour la partie logement, ce que je suggère, c'est une première loi qui dise, voilà, sur telle région, on pense qu'il faudrait produire X logements, peut-être en rénover tant, etc. Et on demande à chaque ville, conseil municipal, même dans un village de 300 habitants, quels sont vos besoins de logement, ou qu'est-ce que vous proposez qu'on construise en logement? Parce qu'ils peuvent avoir pas beaucoup de besoins, mais ils vont crever si personne n'arrive. Donc, on leur demande de faire leur simulation. Quelle part vous prenez dans cette vision nationale? Puis on compile départements, régions, bon. Et on regarde s'il y a un gros écart. Là où il y a un gros écart, il faut s'interroger. Pourquoi? Soit les élus sont vraiment malthusiens, veulent pas voir un nouveau qui arrive. Là, il faut que l'État impose. Soit c'est qu'il y a une mauvaise évaluation des différents acteurs des besoins. Et là, au bout d'un moment, je propose une deuxième loi, qui sera une loi de programmation sur 5 ans, qui dit, voilà, on arrête la liste de, grosso modo, combien on rénove. Alors, on n'est peut-être pas obligé de passer sur chaque village, mais dans chaque agglo, machin, etc. Avec un contrat
morale où toutes les agglos et tous les conseils municipaux ont dit ce qu'ils voulaient et doivent à peu près le faire. Et je demande que dans chaque année, le conseil municipal délibère. Où on en est? Pourquoi on n'a pas construit? Si on a construit, est-ce que c'est bien suffisant? Parce qu'on a un énorme problème. C'est que les Français mesurent pas la réalité du problème du logement. Et on se fait tous des films. Moi, le nombre de fois où, quand justement dans ces mairies, il faut arrêter la bétonisation. Vous avez été maire, hein, en outre. Oui, oui. Les gens me disent, mais il y a assez de logements vides. Mais quand vous regardez le nombre de mètres carrés vides, mais outre le fait que ça ne correspond pas forcément à ce que les gens veulent, c'est déjà un premier problème. C'est souvent ça la difficulté. Mais c'est aussi inadapté. C'est inadapté. Mais dans d'autres cas, on n'a pas inventé les bons outils. Alors. Moi, j'ai trouvé que Montebourg, c'était Intelligence qui proposait de dire, alors peut-être pas gratuit, on peut faire un OFS. Pas gratuit, il n'y a pas de doute. Il y avait eu des tentatives d'ailleurs de maisons à 1 euro. Ça ressemble à Roubaix, 18 maisons en tout. 18 maisons en tout à Roubaix. Moi, je suis pas dans le neuf. Avec un faux bail réel solidaire, on va dire ça, un faux BRS. Un faux BRS qui avait été proposé, mais on est un peu étonné. Je pense qu'on peut, sur le parc vacant, dans les territoires dits de la diagonale du vide et autres, jouer cette carte de revitalisation de l'emploi. De l'emploi, il faudra d'abord de trucs. Oui, mais c'est aussi le serpent qui se mord la queue. Ouais, et puis l'emploi, c'est en train de repartir. Voilà. Donc, en tout cas, pour vous dire que sur Lausanne, je pense qu'il y a, c'est incontournable à terme. Il faut s'en donner les moyens et justement, ça oblige de réguler. Alors, parce que plus il y a de rareté, plus la tendance des prix va augmenter. L'heure tourne et vous avez une obligation, mais je voudrais vous relancer et les questions qui nous sont posées par les participants nous y conduisent, quoi qu'il en soit, sur le sujet, non pas pour vous convaincre, mais pour parler aussi de ce qui pourrait être fait pour les bailleurs. Alors je m'explique. Hier, en réunion du Conseil national de l'habitat, j'ai évoqué ça, je le fais ici volontiers devant vous tous. Très bien. Votre conviction, c'est qu'il faut une désindexation, un gel des loyers pendant 1 an. Le gouvernement, aujourd'hui, 2 ans. Le gouvernement a pris aujourd'hui une autre voie qui sera soumise au Parlement. Peu importe. On dit qu'il faut faire quelque chose. Et on vous répond, et on nous objecte, les bailleurs eux-mêmes, il faut faire quelque chose pour eux. Et si on leur met que des contraintes, ils vont partir. Bon. Ils partent déjà. Alors, bon. Est-ce que l'idée d'une amélioration du sort fiscal du bailleur, je vais vous donner deux voies qui sont suggérées par la filière professionnelle, c'est de créer un statut permettant un amortissement. La Fédération du bâtiment, sur ce point, est d'accord avec la FNAIM, avec l'UNIS. C'est pas si fréquent sur un sujet aussi engageant. Donc, de créer de meilleures possibilités de reconnaître les charges qui pèsent sur le bail, charges d'exploitation. On a évoqué aussi, c'était même un engagement de Mme Wargon, il y a 1 an, avec Climat Résilience, un doublement du plafond d'imputation des déficits fonciers sur le revenu global. C'est un peu technique, mais on est face à des professionnels. Est-ce que pour conduire les bailleurs aussi à accepter, il ne faut pas leur dire, mais ton sort à toi, on va aussi l'améliorer par la fiscalité, non pas par une indemnité, mais par la fiscalité. Est-ce que vous considérez qu'on pourrait moderniser le statut du bailleur? Si j'étais une vraie libérale, je vous dirais que c'est une aberration. Pourquoi? Parce que vous perturbez le marché. Vous solvabilisez par des avantages fiscaux, donc forcément vous mettez la possibilité de. Je ne vais pas parler d'avantages, surtout pas parler de niche. Oui, non, mais d'accord, mais enfin vous savez. Il n'y a pas d'avantage, Marine. Dans l'amortissement, c'est en fait une équité fiscale. Non, mais je connais bien. Entre les sociétés qui, elles, bénéficient de l'amortissement. Les CIE. On a des grosses foncières qui le font et les autres ne le font pas. Et les bailleurs, voilà, c'est tout. Attendez, 30 secondes. Moi, ce que je dis, le problème de la chute du bailleur, je n'y crois pas. Pourtant, on le voit aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et on le voit apparaître. La grosse chute des bailleurs qu'il y a eu en France, ça n'a pas été les petits bailleurs machin, c'était les INSA, les institutionnels. Qui reviennent. Et justement, il ne vous a pas échappé que le précédent gouvernement voulait supprimer le Pinel au profit d'une fiscalité favorable au retour des institutionnels. Ça ne nous a pas échappé. Eh bien, je vais vous dire que pour une fois, je suis d'accord avec eux. Parce que justement, je pense que la régulation, elle est plus aisée avec un seuil d'institutionnel déjà important que dans cette hétérogénéité où on envoie toujours le petit, vous savez, c'est comme le petit agriculteur qui va sauver le mec de
la PAC pour le gros agriculteur de la Beauce. Donc moi, je suis personnellement pas convaincu que la mesure sur 2 ans va faire fuir les gens et autres. Après, vous avez des gens qui avaient de l'épargne avec ça, qui ont besoin de déstocker une partie de leur argent. Bon, ça a toujours existé dans les périodes où vous avez un problème de pouvoir d'achat, de mutation, ou des gens qui veulent acheter en province une résidence secondaire et autres, qui déstockent. Mais je ne crois absolument pas à la thèse. Excusez, j'ai des problèmes de corde vocale. Ça revient vite. À la thèse de la fuite des petits bailleurs. Je n'y crois pas. D'accord, mais... Alors, moi je vous entends là-dessus, mais aujourd'hui, moi je le constate dans mes clients, c'est que les petits bailleurs se retrouvent avec des obligations de rénovation énergétique. Oui, ça c'est un vrai sujet. On est dans ce cadre-là, et ils se retrouvent avec, pour un studio, 25-30 000 euros de travaux à réaliser, et ils n'ont pas de quoi les financer. Exactement. Ils ne pourront pas augmenter les loyers derrière, parce que bien évidemment, ils vont se retrouver bloqués. Et vous allez voir ces petits bailleurs qui vont vendre leurs appartements à des foncières ou SCPI ou autre chose, qui vont, eux, profiter des choses. En fait, et ça, on n'en est pas content. Et c'est l'intérêt contraire du rôle sociétal du bailleur. On va laisser Madame la sénatrice répondre là-dessus. Il faut des leviers nouveaux pour accompagner l'investissement de réhabilitation thermique. Oui. Ce n'est pas en faisant augmenter les loyers, les machins. Non, on est d'accord. Pour le coup, un étalement de l'investissement comme on l'a fait, ça... Si c'est que pour le thermique et la qualité... Mais oui, mais c'est ça aujourd'hui la difficulté de nos bailleurs. Madame Lienemann, l'objectif c'est quoi? C'est une équité d'abord fiscale sur le principe de l'amortissement, qui est en fait une décote de la valeur pendant une durée très longue, et que le pouvoir d'achat généré par justement cette économie, sans support fiscal, permettrait par exemple de financer un bout de la rénovation énergétique. C'est tout ce que demande la profession. Moi, personnellement, ce que je pense, c'est qu'il faut... Avec un fléchage sur la rénovation. Il faut un accompagnement fiscal d'étalement. Et avec plaisir. Ça, je suis d'accord. Avec une contrepartie, vous voyez, je rénove, je conserve le bien. Oui. Là-dessus. Juste pour vous donner des trucs. Effectivement, vous avez raison. Vous avez raison. Il n'y aura pas de désinvestissement massif des petits propriétaires. Vous avez raison. Structurellement, c'est peut-être ceux qui ont des passoires thermiques, on va pas. Par contre, on va pas pleurer parce qu'ils sont pas toujours clairs non plus. Oui, non, mais ce qui est inédit. Vous savez, les bons du sens. Ce qui est inédit, c'est le calendrier fixé par la loi qui détermine que dans 2034, on a 2 lettres sur les 7 lettres énergétiques qui vont être retirées du marché. On sait aujourd'hui quel est à peu près le pourcentage de conversions qui vont être rénovées pour pouvoir être encore mises sur le marché du locatif. C'est 20%. C'est à peu près 20%. Ça représente à peu près... Alors la FNAIM dit 12 millions de logements, la FIDI dit 6, et le ministère du Logement dit 4 800 000 passoires thermiques. Vous prenez 20%, c'est ce qui va être maintenu sur le marché locatif. Quand vous savez qu'au même moment, les 2 tiers des utilisateurs du parc locatif, les locataires, pourraient être éligibles au logement social, ils sont dans le parc privé, on a un sujet qui est structurellement compliqué. Mais de toute façon, même dans le logement social, il y a besoin, indépendamment de tous ces gens, Et je rappelle que dans le logement social, qui est quand même à celui qui a fait le plus d'efforts en réhabilitation thermique, il y a une proposition du SH qui est extrêmement importante, qui est de commencer, parce qu'on n'a pas parlé de la vétusté de notre parc. Il ne s'agit pas seulement de faire de la réhabilitation thermique. Non, on a du parc qui est dans certains cas, en tout cas pour les HLM, mais je pense qu'hélas, c'est vrai pour l'ensemble du parc. Pour les autres, pour l'immobilier, c'est la même chose. Nous avons besoin d'un produit. Alors pour les HLM, on a essayé de construire la solution, qui est l'idée d'avoir un prêt type longue durée qu'on appellerait un prêt pour une deuxième vie, c'est-à-dire on considérerait qu'on finance la reconfiguration, qui n'est pas simplement la rénovation. Des fois, il faut mettre parce qu'on a aussi des trucs traversants, parce que il y a aussi le chaud, la canicule et autres. Il y a toute une série de choses. Et donc, de reconstituer un financement HLM comparable à ce qu'on fait quand on fait du neuf. Qui permettent, au lieu, parce que je vous rappelle que le bilan carbone d'une reconfiguration lourde est meilleur que détruire et reconstruire. Oui. Même si dans certains cas, vu le système constructif, on peut quand même s'interroger. Donc, je pense qu'il faut travailler à des produits comme ça, structurants, dans la longue durée, soit par des mécanismes de prêt vraiment très, très longs, soit
par des mécanismes aussi de déduction fiscale s'agissant avec le truc, parce qu'on n'atteindra pas... Et fléché, en effet, vers l'effort de mutation énergétique. Et il vaut mieux ça que d'imaginer qu'on va augmenter les loyers. Mais on est propriétaire, on fait un geste. C'est pour ça qu'il était important. Tout le monde fait des gestes de chaque côté. On ouvre ce débat, c'est équilibre. En tout cas, une chose est très claire, moi je suis d'accord avec vous sur les lois de programmation. Pourquoi ? Parce que la temporalité de l'immobilier, c'est pas 1 an ou 2 ans. C'est 5, 10 ans minimum. Et quand je dis une loi de programmation de 5 ans, c'est pas assez. C'est pas assez. Il faut faire le calcul sur les 10 ans. Mon collègue de Toulouse, on a eu la commission Rebsamen. Moi, j'ai lancé cette idée, j'ai dit, bon, c'est pas du court terme, mais tout le monde parle de planifier, mais en fait, on sait même plus ce qu'on veut. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'aller-retour, parce que ce que j'en ai marre, c'est les grandes décisions d'État, et le maire qui doit faire le permis de construire, il fera rien du tout. Donc, il faut qu'il y ait à la fois qu'il ait été entendu, puis qu'au bout du compte, il faut quand même qu'il fasse ce qu'il a dit, quoi. Donc c'est ça qu'on n'a plus dans notre République. C'est vrai qu'il y avait de belles mesures dans le rapport de François Rebsamen. Il faut le reprendre. Et mon collègue de Toulouse était assez sensible à cette idée aussi. Alors, on est arrivé au bout de cette émission. Excusez-moi, je suis bavarde. Mais c'est pas grave, hein, avec grand plaisir. Hein. Bon, mais en tout cas, une chose est claire, on partage l'augmentation des APL, tant pour la partie loyer que pour l'APL accession, aucun doute là-dessus, mais en aucun cas, pas du tout, voilà, et pas du tout sur la partie blocage des loyers et faire sortir les bailleurs. On vient d'évoquer des ouvertures pour les bailleurs. Alors, on ne rouvre pas le débat. J'ai oublié de dire sur les bailleurs, la GUL. Oui, alors c'est dans la proposition de loi. Alors, je vais vous dire la GUL. La GUL, voyez la bêtise de traîner. Garantie universelle des loyers. On aurait engagé la GUL au moment de la loi du flot, puisque c'était la loi LUR. On aurait commencé à faire un stock qui fait que quand il y a des problèmes plus nombreux, on fait face aux impayés. Je rappelle que ça ne dédouane pas le locataire de payer. Absolument. Sauf qu'il avait compris qu'il pouvait ne pas payer parce que le bailleur serait payé. Bon, pour certains. Parce qu'on l'a vu dans certaines associations qui l'ont mis en avant. Et on a dit, oups, si c'est ça, c'est une erreur. Et quand le bailleur a une assurance, il peut se dire ça aussi. Non, le bailleur, il paye l'assurance. Oui, mais attendez, la GUL, après, on peut réfléchir. Il ne la payait pas. Oui, mais ça dépend. On avait évoqué un partage de... J'avais toujours dit qu'une partie des bailleurs, alors là, pour le coup, vos petits propriétaires, le petit retraité paumé au fin fond qui a leur petit logement, celui-là, il n'est peut-être pas obligé de payer de la GUL, et pendant que d'autres, je vous parlais de ceux qui, à 15 000 € du mètre carré, peuvent le faire. Donc, moi, je reste convaincu qu'un mécanisme de solidarité collective, complémentaire à une hausse du FSL, parce qu'il ne faut pas que la GUL devienne l'action sociale du gouvernement. Et en disant, je suis tranquille, j'ai la GUL. Je suis pour que la GUL soit co-gérée avec des accords cadres avec soit les syndics, soit les assureurs. Les bailleurs. La FNAIM, enfin les agents, les mandataires, etc. Parce qu'il ne s'agit pas de faire une haute administration d'État qui va gérer. On l'avait reproché à l'époque au projet de Cécile Dufaux, c'est vrai. Et à l'époque, on avait dit que c'était mal mené et mal fait. C'est pas vrai, je l'ai toujours écrit, c'est d'ailleurs écrit dans le texte. Notre collègue Mézard, qui n'est pas un bolchevique, et qui était celui qui animait le groupe de travail, avait bien insisté sur ce volet que je partageais. Et on rappellera qu'une autre voie estimable, alors elle n'a pas prospéré, était suggérée par Michael Nogal, c'était de systématiser le recours à la garantie loyer impayé avec les mandats de gestion professionnelle. Alors, moi je vous pose une dernière question, elle n'est pas seulement astucieuse. Demain, il vous serait proposé un ministère du Logement. Vous y retourneriez ? Non. Jamais 203, on dit, vous l'avez dit 2 fois. Non, mais c'est pas parce que je ne veux pas retourner au logement. C'est que je ne suis pas en accord avec la politique générale d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne. Donc je vous rappelle, qu'Elisabeth Borne était la conseillère logement de Lionel Jospin quand j'étais ministre. C'est exact. Et d'ailleurs, nous avions eu des discussions un peu serrées sur la GUL, justement. Mais au moins, elle devrait connaître ce sujet. Et je ne comprends pas, d'ailleurs, je lui avais mis un petit SMS amical, je ne comprends pas qu'elle n'ait pas, dès son premier gouvernement, retenu avoir un ministre du Logement. Surtout venant d'elle, parce que je ne crois pas qu'elle se désintéresse de l'enjeu. Alors la question, c'est est-ce que notre président se désintéresse de l'immobilier ? Parce que c'est une question que l'on a posée au départ. On a eu des ministres du logement. À un moment, c'était très bien. Vous savez, Emmanuel Macron, sur ce sujet, je ne crois pas l'insulter en le disant, il pense que c'est la thèse de Bercy qui doit prévaloir. Mais toujours.
Une gestion budgétaire du dossier logement. Oui. Voilà. Et marché. Et le rôle sociétal n'est pas là et on l'a oublié. Regardez-vous la politique de l'offre. Mais c'est sympa l'offre, mais avant que vous ayez construit plus que le stock, il y en a pour des années. Réguler parce que c'est pas l'offre et la demande. Il y a un tel stock que c'est même si vous construisez avant que le flux renouvelle le stock, il va se passer du temps. Le prix du stock, zéro. Donc, et pourtant il n'est pas crétin. X fois, je lui dis. Oui. Alors, je crois que c'est une belle conclusion. Le président de la République n'est pas crétin et ça nous rassure tous. Bon, on a entendu que la première ministre était sensible. Un point d'histoire qui est important en question de logement. On va attendre, je crois, plus très longtemps maintenant pour voir si nous avons au gouvernement responsable direct du dossier logement. Moi, je voudrais, et Sylvain va sans doute le faire à son tour, mais remercier Maëlle Bernier de sa franchise, de son expertise sur les questions de crédit. Elle reviendra. Jean-Claude Drian, même chose, de son authenticité, de sa vision experte d'urbaniste. Marie-Noëlle Lienemann, pour tout ce qu'elle a dit avec franchise. Alors, il y a eu un débat avec nous, il n'y a pas eu de débat politique, mais je voudrais rappeler que Marjolaine Meunier-Millefert avait vraiment envie d'échanger avec vous et d'être avec nous. L'avis de l'Assemblée nationale, voilà. On va bien trouver une occasion. Incontestablement, et on la créera s'il le faut, si vous nous le permettez. On la remercie parce que voilà, elle nous a fait plusieurs messages. On est battu, elle est à l'Assemblée pour des votes qui vont structurer l'Assemblée avec des présidents de commission qui sont majeurs, qui le sont aussi pour nous. Olivier Safar, nouveau président du pôle UNIS du Grand Paris, et je le dis aussi, président de Caliécer, association des syndics de redressement et de prévention, notamment toutes les copropriétés. Les HLM sont membres de l'UNIS. Oui, et de Caliécer. Et de Caliécer. Donc voilà, donc point important. Voilà, moi j'ai tout dit, je vous donne rendez-vous, vous saurez la date prochainement, sans doute à la rentrée, parce que je ne suis pas sûr qu'en juillet on puisse vraiment faire un rendez-vous qui mobiliserait assez de participants. Si on a un nouveau ministre et qu'on l'invite, mais bon, on ne sait jamais parce qu'il ne va pas y avoir de relâche pour beaucoup d'entre nous. Ça risque même d'aller jusqu'au mois d'août. Pour les pouvoirs publics. Voilà. Au 6 août. Donc peut-être se réunira-t-on en juillet. En tout cas, merci de ce rendez-vous exceptionnel, parce qu'on était accueillis comme il le fallait par Sylvain et par Radio Imo. Oui, c'était merci d'être venu sur le plateau. Là, vous êtes dans notre nouveau plateau de télévision justement qu'on utilise. Je suis ravi que vous soyez venu, Marie-Noëlle Lienemann. J'ai déjà eu l'occasion de vous interviewer et j'observe que votre vitalité n'a absolument pas pris une seule ride. J'espère bien que toujours aussi le sujet passionné. le mérite. Nous ne sommes pas tout à fait d'accord sur un certain nombre de sujets, mais vous avez cette particularité sur les 32 ministres du logement qu'on sait depuis 1958. Vous faites partie des ministres du logement qui ont marqué durablement cette industrie par sa compétence liée au fait de l'appréhension de la complexité. Donc merci d'avoir participé à ce débat. Et vous avez dit une chose très importante, vous êtes favorable à une loi de programmation. Pour qu'il y ait une loi de programmation, encore peut-être qu'on a un ministère de plein exercice. Oui. On peut toujours rêver. Et on l'appelle de tous nos voeux. Je voulais vous remercier à toutes et à tous. Merci. On va remonter, bien évidemment, sous un format plus court. L'émission, c'est pour vous que ça va effectivement être intéressant toute la semaine avec des extractions qui seront faites. Le podcast il sera disponible. Il est aussi disponible sur la chaîne YouTube du Cercle des managers de l'immobilier. Disponible. Bien sûr. Voilà, likez, commentez, même si vous n'êtes pas d'accord, mais toujours avec beaucoup de bienveillance. Absolument. Puis je crois qu'il faut que les Français sentent à quel point ce débat, même s'il paraît quand même assez technique, les concerne, parce que c'est quand même un choix de société. Il pourrait y avoir un accord dans cette Assemblée nationale complexe. Il pourrait y avoir un accord autour des grandes questions de logement. Écoutez, au Sénat, il nous arrive d'être d'accord. Oui. Un droit au logement décent. Et Dieu sait que nous ne sommes pas homogènes et politiquement. Et l'intérêt primordial du logement est là. L'avantage, c'est le côté lien avec les élus locaux. Oui. Quand même qui pèse. Merci à toutes et à tous et bonne soirée. Bonne soirée. Merci à tous.